Bonjour à tous, je m'appelle Philippe Desmaisons, je suis architecte chez Amazon Web Services et ambassadeur développement durable pour la France. Nous allons passer 30 minutes ensemble pour comprendre comment on peut utiliser le cloud AWS pour répondre aux challenges du développement durable. Dans un premier temps, on regardera effectivement quels sont les challenges liés au développement durable, quels sont les engagements d'Amazon Web Services et d'Amazon. On parlera du Climate Pledge. Et dans un deuxième temps, on regardera en quoi AWS peut être un acteur important à vos côtés dans votre transformation durable. Et puis, on finira par des cas concrets d'exemples clients. Alors, le développement durable, ce qui est important d'abord dans un premier temps, ensemble, c'est tout simplement de définir de quoi on parle. Donc, il m'a semblé intéressant d'aller tout simplement chercher la définition des Nations Unies, qui en fait définit le développement durable comme étant en fait répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Ce que ça signifie, c'est tout bonnement le fait que ça renvoie ce challenge à tout à chacun, à ses propres enfants et aux générations futures. Donc maintenant, une fois qu'on a défini le développement durable, en quoi Amazon et Amazon Web Services sont alignés avec cette définition des Nations Unies. Ce qu'il est important de voir, c'est que lors du summit de Rio de Janeiro, il a été en fait décrit 17 objectifs du développement durable, et il me semblait intéressant de vous montrer en fait en quoi le développement durable est un sujet qui est vaste, et aussi quels étaient lesquels sur lesquels en fait on pouvait, nous en tant qu'acteurs Amazon Web Services, vous accompagner. Donc les numéros 6, 7, 9, 11 et 13 et 17, en fait qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'effectivement on se concentre beaucoup sur le numéro 13, à savoir le changement climatique, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'eau, facteur très important, on en reparlera dans la présentation. Il y a aussi bien évidemment tout ce qui va être l'énergie et les énergies renouvelables, et puis bien sûr la notion d'innovation et de smart city. Donc si on essaye de voir un peu quels sont les challenges que vous rencontrez et que rencontrent en fait les entreprises aujourd'hui autour du développement durable, eh bien ils sont pluriels. Il y a déjà tout simplement toute la partie qui concerne la régulation, les standards gouvernementaux. Il y a aussi les standards qui sont demandés par les fournisseurs. Il y a aussi tout simplement des entreprises qui ont une politique de RSE, de responsabilité sociétale des entreprises, ambitieuse et qui prend en compte tous les axes du développement durable. Chose qu'il faut avoir en tête également, c'est cette ambivalence aussi autour du désir des employés d'être dans une entreprise qui est acteur sur ce sujet, et puis tout simplement les clients, la préférence des clients. Enfin, on peut finir sur ce fameux changement climatique qui aujourd'hui est une réalité, qui peut à la fois engranger des pertes et aussi faire une pression inévitable sur le marché. On parle depuis des années de la transformation numérique, transformation digitale. C'est quelque chose qui est connu, identifié, compris, et le cloud est un acteur majeur identifié par rapport à cette transformation. Par contre, la transformation durable et tout ce qui va être autour du développement durable est quelque chose qui commence à apparaître. Et là, il y a quelque chose qui est intéressant dans cette vision, c'est que ce sont deux transformations qu'il va falloir gérer en même temps. Et ça rajoute une difficulté. Maintenant, la question, c'est d'un point de vue purement business, qu'est-ce que veut dire en fait ces deux transformations? Et en ce sens, il est intéressant de noter qu'Accenture a fait une étude en avril dernier, donc en avril 2021, qui justement met en exergue que ce qu'ils appellent les twin transformers, c'est-à-dire ces entreprises qui vont de front travailler sur ces deux transformations, eh bien, ils ont en fait une capacité par rapport à la compétition qui est en fait supérieure d'un facteur 2,5. Autrement dit, ce qu'on peut voir parfois comme étant un frein, le développement durable, est au contraire un accélérateur dès lors qu'il est associé avec la transformation numérique. Donc là, on a vu quelles étaient les définitions au travers du développement durable, quels étaient les facteurs qui déclenchaient cette notion de transformation. Maintenant, passons aux engagements du groupe Amazon et d'Amazon Web Services en la matière. Il est important de noter que en 2019, Amazon et une ONG dont le nom est Global Optimism ont annoncé la création d'une initiative majeure qui s'appelle The Climate Pledge.
Euh, en quoi consiste ce Climate Pledge? Eh bien, tout simplement, l'idée est d'arriver à faire en sorte que l'on puisse atteindre, en tant que société, en tant qu'entreprise, les objectifs des accords de Paris 10 ans avant ce qui a été noté dans les accords de Paris. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être zéro net carbone d'ici 2040. Alors, qui est cette ONG Global Optimism? Il est intéressant de noter que c'est une ONG qui a été fondée en fait, par deux personnes qui sont connues dans le monde du changement climatique, qui sont Christiana Figueres et Tom Rivett, qui ont d'ailleurs été des acteurs importants des accords de Paris et qui ont souhaité s'associer avec Amazon pour que justement, au-delà des gouvernements, les entreprises puissent tout simplement s'engager pour aller plus loin dans cette logique de développement durable. Donc, en quoi consiste cet accord de Paris? On regardera plus en détail, mais en fait, on est vraiment autour d'une logique du zéro net carbone. Et puis, on est aussi sur une logique d'aller vers une énergie 100% renouvelable d'ici la fin 2025, alors que c'était prévu en 2030 au départ. Il y a aussi des fonds tout simplement pour pouvoir travailler maintenant à mettre en place les solutions qui vont nous permettre d'atteindre cet objectif ambitieux. Alors, le Climate Pledge aujourd'hui, c'est quoi? C'est plus de 200 entreprises signataires dans 25 industries, 16 pays. Et toutes ces entreprises que vous voyez en fait sur l'écran, eh bien, ne sont qu'un extrait. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ce n'est pas une initiative uniquement pour les acteurs de l'IT. Vous voyez des gens comme Visa, Unilever, Philips, IBM, Coca-Cola. En fait, il y a 200 signataires aujourd'hui. On peut noter les derniers signataires tels que Salesforce, qui sont apparus sur l'année 2021, ou encore Microsoft. Ce qui est intéressant de voir, c'est les 3 engagements qui se cachent derrière ce Climate Pledge. Tout simplement, dans un premier temps, il s'agit de faire un reporting régulier. Et ça, c'est quelque chose de majeur. Parce que avant de pouvoir optimiser ou compenser, il faut savoir où est-ce qu'il y a des émissions de carbone. Et ça, c'est vraiment la base. C'est vraiment quelque chose qui est difficile à faire, parfois sur des très grandes entreprises qui ont énormément de sources d'émissions de carbone. Et donc ça, c'est le premier engagement. Le deuxième engagement, une fois qu'on a identifié, c'est éliminer. Éliminer, optimiser au maximum de ce qui est possible. Et enfin, la part que l'on ne peut pas éliminer, eh bien, c'est tout simplement de la compenser, mais attention, avec une compensation crédible dans la durée et qui permette réellement de pouvoir compenser dans une timeline qui soit compatible avec la logique de l'engagement. Au-delà même du Climate Pledge, il est intéressant de voir qu'en Europe, l'ensemble des acteurs du monde du cloud et des data centers se sont regroupés dans ce qu'on appelle le Climate Neutral Data Center Initiative et qui, tous ensemble, en tant que membres des entreprises de l'IT, ont décidé de s'engager tous ensemble pour avoir justement cette notion de climate neutral avant 2030. Donc on voit bien sûr que c'est très compatible avec ce qui a été présenté, à savoir le Climate Pledge. Mais il est intéressant de voir que les acteurs du monde du cloud en Europe s'autorégulent et en fait travaillent tous ensemble pour avoir ce qu'ils appellent l'European Green Deal. Alors maintenant, Amazon, Climate Pledge né il y a 2 ans, où en est-on? Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur la route du 100% énergie renouvelable, nous en sommes à 65%, donc en tant qu'Amazon, le groupe. Nous étions à 42% en 2019. Donc on voit que l'ensemble de nos efforts paye. En fait, ce qui s'est passé aussi ces 2 dernières années, c'est que nous sommes devenus le plus grand acheteur d'énergie renouvelable au monde. Donc c'est quelque chose qui est vrai en Europe, qui est vrai aux États-Unis et vrai au niveau mondial. Et ensuite, en ce qui concerne l'intensité carbone, donc qu'est-ce que c'est que l'intensité carbone? C'est tout simplement la part par rapport à votre business qui en fait va générer du carbone. Et bien cette notion d'intensité qui est aussi liée à la croissance, eh bien elle a baissé de 16% sur une année entre 2019 et 2020. Donc comment on a fait ça? On a lancé plus de 200 projets d'énergie renouvelable dans le monde et aujourd'hui ça correspond à peu près à 10 gigawatts d'énergie au travers de ces 200 projets. Alors donc là, on a vu la définition du développement durable, on a vu quels étaient les engagements d'Amazon, d'AWS et de toutes les sociétés qui souhaitaient rejoindre le Climate Pledge. Maintenant, il est temps de regarder ce que le cloud AWS peut vous apporter dans votre transformation durable.
Si vous êtes habitué des présentations d'Amazon Web Services, c'est quelque chose que vous avez sans doute déjà vu à de nombreuses reprises. Il s'agit en fait du schéma de responsabilité partagée. Donc, nous présentons tout simplement les choses avec une responsabilité qui est partagée en termes de sécurité, par exemple. Donc, c'est-à-dire que vous avez AWS qui est responsable de la sécurité du cloud, les infrastructures, le réseau, l'ensemble des éléments logiciels qu'on met à disposition, par exemple un firewall, alors que le client, lui, est responsable de sa sécurité dans le cloud. On est en self-service, il est responsable tout simplement de l'ensemble des actions qu'il réalise sur le cloud, donc c'est lui qui est responsable de sa sécurité dans le cloud. Alors, pourquoi parler de ça? Tout simplement parce que ce schéma est un schéma qui est exactement le même dès lors qu'on parle de développement durable. En effet, AWS est responsable de la durabilité du cloud en lui-même. Donc, ça commence par les matériaux du data center, l'électricité, les déchets, l'eau, on en reparlera, au travers du cooling, et bien évidemment aussi les serveurs et les technologies mises à disposition des clients. Mais de la même manière que la sécurité dans le cloud est à la charge du client, eh bien là, pour la durabilité, c'est exactement la même chose. En fait, nous avons, et on le verra en détail, un vrai gain à travailler avec un cloud aujourd'hui en tant qu'infrastructure, et il se trouve qu'on est exactement dans la même logique dès lors qu'un client va démarrer une ressource, c'est lui qui va la démarrer, c'est lui qui va être responsable, et on regardera dans le détail comment on peut travailler, vous accompagner dans cette architecture durable. Alors, un levier supplémentaire, et on le verra dans les exemples clients, qui est vraiment essentiel, c'est que le cloud, en fait, c'est de la part qui concerne l'IT, les émissions de l'IT, donc bien évidemment au travers des data centers. Mais le cloud peut être un vrai levier de la transformation durable. On verra que c'est un outil mis à disposition de l'optimisation des émissions qui ne sont pas du tout du domaine de l'IT. Et donc, c'est ce troisième axe qui est en fait la transformation durable grâce au cloud. Donc, on va prendre ces trois éléments, la durabilité du cloud, dans le cloud et grâce au cloud. Et c'est ce que nous allons en fait ensemble regarder dans les minutes qui viennent. Alors, durabilité du cloud. Il est important de noter que c'est plus durable dans le cloud. Alors, pourquoi? Tout bonnement parce que déjà, l'efficacité énergétique n'est pas du tout la même. Donc, il s'agit d'une étude du cabinet 451 Research qui est donc sortie en octobre 2021 et qui travaille sur 300 clients européens et qui ont des data centers de type on-premise. Eh bien, on a comparé l'efficacité énergétique, à savoir pour la même quantité d'énergie, quel était le travail qui était fait, ou alors pour le même travail, quelle était l'énergie dont on avait besoin. Et nous sommes sur un rapport de 5. Comment est-ce possible? Tout simplement parce qu'on va partager à travers tous les clients, tous les besoins. Et en fait, on a un taux d'occupation de l'ensemble des serveurs qui est très élevé par rapport à un data center privé dans un data center on-premise. Donc, c'est quelque part, en fait, si on doit comparer, eh bien, le cloud va être le bus, le transport en commun, puisqu'on va mettre tout le monde dans une seule et même efficacité énergétique, là où le data center on-premise est la voiture. Donc, c'est vraiment cette logique de mutualisation et bien tout simplement aussi d'efficacité. Donc, au final, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne tout simplement pour effectuer la même tâche sur le cloud AWS, vous aurez une empreinte carbone de 80% en moins. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que le cloud est tout simplement le bus dans lequel vous allez pouvoir travailler à baisser votre empreinte carbone d'un facteur qui est important, puisque là, on parle de 80%. On a parlé beaucoup d'émissions de CO2 et de carbone. Souvenez-vous, je vous ai présenté au début les goals des Nations Unies, les objectifs des Nations Unies. Là, on va parler de l'eau. En fait, les data centers sont des très grands consommateurs d'eau, tout simplement pour la partie cooling. Donc, nous avons travaillé à la fois avec les fournisseurs d'eau autour des data centers et nous avons créé en fait des solutions. Nous sommes des solutions innovantes au travers du cooling avec l'évaporation. Et pour tout simplement aussi travailler sur le fait qu'on n'utilise pas de l'eau potable. Il n'y a pas besoin d'utiliser l'eau potable pour travailler sur du refroidissement. Et après, travailler sur du recyclage. Donc, pour ça, il faut travailler sur une eau déminéralisée et donc faire en sorte que nous puissions utiliser un maximum de fois cette eau pour pouvoir refroidir l'ensemble des data centers. Donc là, on a vu la durabilité du cloud qui nous incombe. Maintenant, voyons la durabilité
dans le cloud et comment AWS peut vous accompagner dans l'optimisation de vos usages sur AWS. Premier axe, maximiser l'utilisation. Donc ça peut se faire tout simplement en travaillant sur le code, tout simplement retravailler le code, être sûr qu'on va utiliser au maximum le cloud, faire en sorte qu'on ait les bonnes machines et pour faire en sorte que vous ayez une maximisation du taux d'utilisation de vos machines. À l'opposé, eh bien, essayez de faire en sorte d'éliminer les ressources inutilisées et travailler sur une minimisation sur le processing de données. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement faire en sorte que vos requêtes, par exemple, soient sur les parties database, soient les plus fines possibles. Et pareil, sur le stockage de données, minimiser vos usages. On va voir tout bonnement comment ça peut se faire. En ce qui concerne la notion d'usage et pour minimiser l'empreinte, eh bien, nous avons Graviton 2. Il s'agit de la dernière génération de processeurs conçus par AWS. Donc, c'est une technologie de type ARM. Ce qui est intéressant de noter, c'est que en termes purement de performance CPU par watt, on est sur un facteur de 2 à 3,5 supérieur aux autres processeurs que l'on trouve sur la plateforme AWS. Au-delà du prix, puisque c'est 40% moins cher, avec exactement la même charge de travail, eh bien, on va avoir un impact qui est de 2 à 3,5 en fait inférieur en termes de consommation énergétique. Autre chose importante, c'est bien sûr Graviton 2, j'en ai parlé, mais voir si on peut utiliser d'autres familles de processeurs. Nous savons maintenant que les processeurs graphiques, les GPU, permettent d'accélérer certains algorithmes. Donc, essayez de regarder si vos algorithmes peuvent tirer parti de cette nouvelle génération de processeurs. Et puis, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Nous avons créé un processeur spécifique pour l'inférence qui s'appelle Inferentia et qui a une performance qui est 2 fois supérieure à celle d'une instance de type G4 aujourd'hui. Encore une fois, choisir le bon type d'instance, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et puis, on a parlé du stockage tout à l'heure. Eh bien, il est aussi important d'utiliser toute la panoplie par exemple S3, que l'on met à disposition pour faire que, en fonction de vos besoins, vous ayez exactement la bonne famille S3 qui puisse correspondre tout simplement à votre façon de fonctionner. Il est important de pouvoir utiliser toute cette famille parce que l'on voit que dès lors qu'on a une donnée chaude, on va utiliser plus d'énergie versus des données froides qui là sont beaucoup moins consommatrices en énergie. L'optimisation de l'architecture se fait à tous les niveaux. On peut choisir bien évidemment le mode serverless, qui est le mode ultime du transport en commun, si je reprends l'image de tout à l'heure. Donc là, on va être presque sur le train par rapport au bus. Ensuite, nous avons des outils qui vous permettent très simplement d'allumer, d'éteindre les instances selon vos besoins ou carrément de les terminer si il n'y en a plus besoin. Nous avons des outils qui sont le Compute Optimizer ou le Cost Explorer qui vous permettent de travailler sur le bon dimensionnement en termes de vos charges de travail. Enfin, la durabilité grâce au cloud AWS. En fait, tout projet aujourd'hui qui a vocation à travailler sur le développement durable est un projet data. Souvenez-vous de ce qu'on a, ce dont on a parlé dès lors qu'on a parlé de Climate Pledge. On a parlé du reporting et de l'optimisation. Eh bien, la première des choses, c'est qu'effectivement, pour reporter, il faut savoir ce qui se passe. Et donc là, la notion de mesure et de stockage est extrêmement importante. Donc pour la mesure, par exemple, IoT et toute la famille Greengrass peuvent vous aider. Pour le stockage, on en a parlé, Amazon S3 peut être réellement un outil qui va vous permettre de stocker et ensuite d'analyser toutes ces données. Et c'est vraiment important d'avoir en tête que finalement, c'est l'IT qui va vous permettre de travailler sur toutes les autres dimensions de votre transformation durable. Une fois qu'on a stocké, on peut analyser, on peut faire du dashboarding et bien évidemment, l'intelligence artificielle va pouvoir en fait aller chercher la valeur dans l'ensemble de ces datasets. Puisqu'on parle de datasets, il est toujours intéressant d'avoir en tête que les datasets que vous allez créer doivent pouvoir être corrélés avec les datasets du monde du développement durable. Et l'idée du programme qui s'appelle Amazon Sustainability Data Initiative, ce programme a pour but de démocratiser la mise à disposition de l'ensemble des datasets, par exemple de météo, par exemple d'images satellites, et toutes les données qui sont aujourd'hui dans les programmes Open Data sont mises à votre disposition sur Amazon S3. D'autres datasets qui, eux, sont commerciaux, sont également disponibles pour que vous puissiez avoir une seule source de données. C'est ce qu'on appelle l'AWS Data Exchange. Donc ces datasets sont vraiment importants parce qu'ils mettent à votre disposition
énormément de données en un seul et unique point, ce qui vous permet à la fois de gagner du temps et de pouvoir avoir accès à l'ensemble de toutes les données qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché. Alors maintenant, passons aux exemples. Quels sont les cas clients que l'on va pouvoir retrouver aujourd'hui et les cas d'usage classiques? Donc là, on va en voir quelques-uns, on va en voir exactement 3, mais imaginez que les cas d'usage qui se cachent derrière cette logique de transformation durable grâce au cloud, on va en parler de l'agriculture, de la gestion de flotte, de la maintenance prédictive, bien sûr dans les usines, le transport, la surveillance, la gestion des installations, ce n'est qu'une liste non exhaustive de tous les cas d'usage. Prenons-en un qui est proche de nous, à savoir Engie. Donc, je vous laisse lire ce qu'a déclaré Gérard Guénaman, qui est le CDO du groupe Engie. Mais ce qui est important de noter, c'est que le Common Data Hub, qui était leur projet phare pour voir justement avoir cette logique de recueillir toutes les données, qui était répartie sur l'ensemble de toutes les filiales, pour savoir où est-ce que le CO2 est brûlé, comment en fait cela est corrélé aux autres éléments environnementaux, la météo, la température, le nombre de personnes, et afin de pouvoir optimiser et surtout mesurer les progrès. Donc, un projet tel que le Common Data Hub est la fondation même d'une politique de développement durable. Autre exemple, les abeilles et le miel. Nous savons tous à quel point il est extrêmement important que les abeilles soient toujours là pour polliniser et aussi nous régaler au travers du miel. Et il est intéressant de voir que l'IoT est cette fois-ci au service des abeilles. Donc, il s'agit d'une startup qui se nomme BeeWise, qui a travaillé avec des capteurs directement installés dans les ruches contrôlées par leur logiciel. Donc, il s'agit de capteurs qui vont en fait surveiller les abeilles pour être sûr qu'elles n'ont pas été malades, qu'il n'y a pas eu quelque chose qui est arrivé et qui fasse que, il y ait une mortalité qui soit importante. Ce qui est intéressant de noter, c'est que grâce à cette logique d'IoT dans les ruches, ils ont réussi à abaisser le taux moyen de mortalité qui était avant de 40% à moins de 10% grâce à ces ruches contrôlées par l'intelligence artificielle. Donc, il est important de noter que grâce au cloud, les abeilles meurent moins. Un élément aussi qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que le développement durable n'est pas encore que combiné à cette logique d'émissions de CO2. L'eau est un élément qui est extrêmement important pour nous tous et pour les générations futures. Donc, l'agriculteur est un consommateur d'eau. Il est intéressant de voir, encore une fois, qu'une startup, CropX, a réussi, à travers des devices qui sont dans le sol, pouvoir mesurer le taux d'humidité, regarder si la fertilisation se fonctionne bien. Ils ont déjà plus de 1200 agriculteurs qui, en fait, utilisent cette technologie. Il y a plus de 9000 capteurs qui arrivent à faire que les agriculteurs aient plus de 40% d'économie d'eau et avec, en plus, un rendement supérieur de 10%. Donc, on voit par ces exemples-là que le cloud est un élément qui va permettre d'accélérer la transformation, tant d'un point de vue émission de CO2, mais également en ce qui concerne la faune et la flore, et aussi en ce qui concerne l'eau. Alors, aujourd'hui, nous avons juste vu une petite partie, une session en français de notre engagement autour des développements durables. Je vous invite à regarder, à consulter l'ensemble des sessions que vous voyez ici sous vos yeux qui sont liées donc à la sustainability, donc au développement durable. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de sessions sur lesquelles vous pourrez aller plus loin. Et puis ensuite, pour aller plus loin, je vous invite à lire 2 blogs pour l'instant au travers de comment on peut optimiser son infrastructure. Donc, ce sont des blogs d'architecture. Donc, le premier concerne toute la partie serveur et le deuxième, le stockage. Vous pouvez lancer des revues d'architecture grâce à ces éléments-là. Vous pouvez aller voir les datasets Sustainability pour voir s'ils correspondent à vos besoins. Et enfin, si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez commencer à appréhender toutes les technologies AIML. Donc, je voulais vous remercier pour votre temps. Sachez que le développement durable est l'affaire de tous. Nous sommes là pour vous accompagner et je vous remercie beaucoup de votre attention. N'oubliez pas de nous partager vos retours sur cette session. Il est extrêmement important que l'on puisse savoir ce que vous avez pensé de notre message et la façon dont on vous l'a délivré. Bon reInvent!